Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de septembre. Ça a été un mois relativement riche en lecture, enfin plutôt moyen je dirais, où j'ai fini 7 livres et j'en ai entamé un dont j'ai lu 60% environ, donc je vous en parlerai un petit peu à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on va commencer tout de suite avec la romance et je parlerai ensuite de toutes mes lectures fantasy fantastiques. Alors, en termes de romance, je commence tout de suite avec un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Cette lecture, c'est vraiment une pépite que je vous recommande vivement. Bien évidemment, je ne vais pas vous présenter le deuxième tome de cette duologie, mais plutôt le résumé du premier tome si vous ne le connaissez pas déjà. Dans cette histoire, on suit Riley et Logan. Logan est un acteur de cinéma qui fait carrière à Hollywood et qui est extrêmement renommé dans son milieu, sauf que tout ça a un double tranchant et il a beaucoup de mal à supporter sa carrière, à supporter tout ça. Ce qui fait que pour mieux supporter son quotidien, il est tombé dans des addictions et il est temps qu'il s'en détache et donc pour ça il retourne chez sa mère en pleine campagne de manière à se mettre au vert, à se sevrer et à faire en sorte de reprendre sa vie sur de bonnes bases. Là-bas il rencontre Riley, une jeune femme qui est complètement détruite et qui essaye depuis quelque temps de reprendre sa vie en main, de s'accepter telle qu'elle est et surtout de surmonter ses petits démons à elle. Et finalement, ensemble, ces deux personnages complètement détruits vont trouver du réconfort et du soutien en l'autre parce que même s'ils n'ont pas les mêmes difficultés, se rencontrer et passer du temps ensemble va les aider à aller de l'avant et à mieux se comprendre et à mieux reprendre leur vie en main finalement. Donc, on va suivre cette histoire de Riley et Logan et vous vous en doutez, ce livre est publié chez Hugo New Roman, donc il y a une romance entre les deux. C'est vraiment une histoire qui est bouleversante, qui est poignante, qui nous prend aux tripes et les personnages ici sont extrêmement bien décrits. On est clairement sur une analyse psychologique des personnages qui est très profonde, très poussée et vraiment c'est ce que j'ai apprécié ici puisque on a des personnages qui sont extrêmement bien travaillés à tel point qu'on a le sentiment que ces personnages pourraient être vrais et ça c'est dingue quand même. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de trigger warnings ici, on va parler d'addiction, on va parler de TCA, on va parler encore d'autres choses qui vous spoilent un petit peu l'histoire, donc vraiment si ça vous intéresse et si vous êtes sensible à certains sujets, je vous invite à aller de vous-même lire le tout début du roman. Sur la première page, il y a tous les trigger warnings de récapituler, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, et ça c'est vraiment super chouette et c'est une bonne attention parce que... Mais donc oui, il y en a plein et néanmoins je trouve qu'ils sont traités avec justesse et ça c'est vraiment remarquable, donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre si jamais il vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Leander, donc le premier tome des Judgy Campus de Phoenix B. Asher et Effie Estier. C'est un livre qui est un premier tome d'une quadrilogie de romances universitaires sportives que j'ai vraiment bien aimé. Franchement, c'était super chouette. Ici, on a plein de clichés, il faut s'y attendre, mais pour le coup, moi, ça a super bien marché avec moi. Je savais ce que je voulais lire à ce moment-là. Je voulais de la romance sportive universitaire. Je voulais retomber dans ces clichés-là, de la romance universitaire de manière générale. En même temps, j'étais bien contente de le retrouver parce que c'était quelque chose que j'avais envie de lire à ce moment-là et je pense que ça a beaucoup joué dans mon avis sur ce livre parce que j'en ai vu des avis qui étaient un petit peu plus mitigés, donc peut-être que ce livre n'est pas fait pour vous, mais en tout cas pour moi c'était totalement parfait et j'ai hâte de lire la suite. Ici on y suit Leander McNeil qui est un personnage qui a tout ce qu'il veut dans la vie clairement. Il est quarterback de l'équipe de football de son université, il les réussit super bien, il a de très bons résultats scolaires, bref on pourrait s'attendre à ce qu'il soit aussi un don Juan et un coureur de jupons à faire la fête tout le temps et en fait ce n'est pas le cas. Leander McNeil est complètement focus sur ses études et il veut tout faire pour prouver à son père que vraiment cette carrière de sportif va lui convenir et lui convient et il veut surtout pas reprendre l'entreprise de son père. Bref, on suit Leander qui est à fond dans ses études et qui va un jour tomber sur Nyx. Et clairement la rencontre entre Nyx et Leander c'est vraiment un moment assez étrange pour eux et dont ils vont vite se souvenir parce que Nyx lui vomit dessus tellement elle a bu en soirée. C'est pour dire à quel point Nyx est une fêtarde. Nyx découvre un petit peu cette vie universitaire où elle a un peu fui sa famille finalement en déménageant là-bas et elle découvre toute une liberté qu'elle n'a jamais vraiment eue. Et même si tout les oppose, finalement Leander et Nyx vont se rapprocher et entre toutes les piques qu'ils vont s'envoyer à longueur de temps, ils vont finalement se rendre compte que sous leur carapace, ce sont des personnes relativement sensibles. Finalement, ils vont se rendre compte qu'ils se plaisent un petit peu quand même. Et donc on a une romance entre eux. Bref, c'est une histoire que j'ai vachement bien aimée, j'ai beaucoup apprécié l'humour dans cette histoire, mais je dois dire que j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de profondeur par endroits et surtout sur le passé familial de ces personnages qui est quand même au centre de l'histoire, au centre de
l'intrigue et qui finalement selon moi n'est pas suffisamment détaillé, suffisamment abouti pour être assez réaliste. En tout cas, j'ai passé un bon moment et j'ai vachement bien aimé cette bande de potes qu'on apprend à découvrir ici dans la colocation de Leander. Du coup, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 qui, je pense, sera une romance homosexuelle vu le personnage sur lequel il porte. Donc j'ai hâte de voir comment ce sera traité et en même temps, c'est un personnage qui est hyper excentrique et qui m'a l'air vraiment très intéressant. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage en tout cas. Après avoir lu le premier tome des Dieux du Campus, j'avais envie de rester dans cette ambiance romance universitaire sportive et pour le coup, j'avais pas 36 livres dans ma pile à lire, mais j'avais The Legacy de Elle Kennedy, le 5e tome de la saga Off Campus et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour enfin le lire et enfin terminer cette saga. The Legacy, c'est clairement un énorme épilogue à la saga Off Campus où on va retrouver les 4 couples des tomes principaux de la saga qui vivent leur vie de couple plusieurs années après la fin de Off Campus et on va découvrir aussi toutes ces difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur vie de couple. C'est hyper intéressant, j'ai adoré retrouver ces couples là parce que j'ai adoré justement les personnages de Off Campus. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans Off Campus, mais niveau personnage, intrigue et tout comment ça se passe, ça m'a vraiment plu et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ces personnages, d'en savoir encore plus sur leur vie de couple qui je trouve est relativement intéressante et qui est un sujet qui est relativement peu abordé finalement dans les romances. On suit souvent les couples qui se forment mais rarement les couples qui tiennent dans la durée et du coup je trouvais ça vraiment super intéressant de suivre ici ces 4 couples. Donc le livre est divisé en 4 parties avec chaque partie qui correspond à un couple et bon, ok, on a un gros cliché qui revient sans cesse avec la belle voiture, la maison, le mariage et les bébés. Ça, c'est vraiment la ligne principale, la trame de fond qui revient à chaque fois et je trouve ça un petit peu dommage. Néanmoins, l'autrice a su s'en détacher par un moment et surtout, elle a su adapter cette trame narrative à tous ces couples et faire en sorte que ça corresponde vraiment aux personnages qui sont ciblés parce que certains d'entre eux ne sont juste pas prêts à avoir des enfants et c'est totalement normal. Et du coup, je trouve ça vraiment super bien qu'elle ait réussi à l'incorporer dans la manière de vivre de ces couples. Bref, ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est de voir justement ces difficultés du quotidien, des petites difficultés facilement surmontables mais que chaque couple peut rencontrer dans sa vie. C'était super chouette de renouer encore avec ces personnages que j'affectionnais particulièrement dans Off Campus. Et si vous n'avez pas encore lu la saga mais que vous aimez la romance sportive universitaire, allez-y parce que oui, il y a des clichés mais c'est quand même super chouette et hyper drôle. Franchement, je me suis marrée à lire ce livre. Je l'ai beaucoup écouté en livre audio et c'était vraiment hilarant. Comme à chaque fois, j'ai adoré cette lecture, si ce n'est que, encore une fois, je dirais que c'est un petit peu trop explicite à mon goût. Ici, on sent que l'autrice a fait un effort par rapport aux tomes de Off Campus qui, pour moi, sont trop explicites, vraiment. Ici, on a vraiment une scène explicite par couple, mais ça en fait déjà 4 dans un roman de 400 pages, c'est déjà un petit peu trop pour moi. Mais je ne doute pas que certains d'entre vous trouveront leur bonheur en lisant ce livre-là, aussi explicite soit-il, puisque chacun ses goûts de ce côté-là, bien évidemment. Et ensuite, ce roman est parfait pour faire la transition entre la romance et tout ce qui est fantastique, fantasy et science-fiction, puisque j'ai lu The In-Between de Mark Klein, qui est publié chez Stardust et qui est un livre dans lequel on va suivre Tessa Jacobs, une jeune fille qui a vécu une expérience de mort imminente. Elle a eu un accident de voiture avec son compagnon et en fait lui est décédé, elle revient à la vie et elle est persuadée qu'il existe encore, qu'il est encore dans cette dimension et qu'elle peut encore le joindre d'une manière ou d'une autre et que ça va être ces derniers moments qu'elle a pour pouvoir lui dire qu'elle l'aime parce que elle est convaincue de ne jamais lui avoir dit ça et que vraiment elle a manqué sa chance et qu'elle aurait dû lui le dire plus tôt que ça. Donc elle va tout faire pour réussir à joindre Skylar à travers les dimensions pour pouvoir lui dire enfin ces mots-là qui lui tiennent extrêmement à cœur et qu'elle a besoin de lui dire pour aller de l'avant, pour aller mieux et pour commencer son deuil. On suit Tessa dans différentes temporalités, donc à la fois avant l'accident lorsqu'elle rencontre Skylar et après l'accident lorsque elle essaye justement de le rejoindre à travers les dimensions. Bref, c'est hyper intéressant, c'est captivant à souhait. On a à chaque fois des chapitres qui alternent avec des sauts dans le temps à chaque chapitre et c'est super bien fait. Et j'ai également regardé le film parce que du coup j'étais curieuse de voir l'adaptation sur Netflix. Donc j'ai attendu de lire le livre pour regarder le film histoire de ne pas fausser mon sentiment et surtout la manière dont j'imaginais ces personnages et tout ça. Et je peux vous dire que le film est extrêmement fidèle au livre. Si vous ne souhaitez pas lire le livre, vous pouvez au moins regarder le film parce qu'il est vraiment super chouette, très bien fait, hyper touchant. Autant j'ai été très émue en lisant le livre mais j'ai carrément pleuré en regardant le film, c'est pour vous dire.
Franchement c'est super bien fait et j'ai bien aimé tout ce côté aussi photographique qu'il y a dans l'histoire parce que Tessa est fan de photographie et elle prend ses photos qu'à l'argentique et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de le voir de cette façon là parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle on a tendance à prendre que des photos numériques tout le temps avec nos téléphones ou des appareils photo, peu importe, mais c'est que du numérique et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir la passion de Tessa pour la photographie argentique. On continue avec tout ce qui est fantastique avec Seul un monstre de Vanessa Len publié chez Lumen. Ici on y suit Joanne Chang, une jeune fille qui vit un été parfait, idyllique, où tout se passe super bien, elle a même trouvé un petit copain, bref, tout est parfait pour elle, mais sa vie bascule, elle voyage dans le temps et juste après ça, quand elle revient dans sa dimension, il s'avère que son petit copain tue toute sa famille, il y a un énorme massacre qui se produit et pour sauver ses proches, elle va devoir revoyager dans le temps de manière à faire en sorte de changer cette temporalité, de faire en sorte de changer l'histoire et de permettre à sa famille de survivre tout simplement. Sauf que pour ça, il va falloir qu'elle s'allie à Aaron Oliver et en fait, les Chang et les Oliver se détestent depuis la nuit des temps. Du coup, il va falloir qu'elle fasse confiance à l'ennemi juré de sa famille et ça va être très compliqué pour elle. Et donc ici, on va parler de monstres finalement puisque Joanne se rend compte qu'elle est un monstre et les monstres dans ce monde ont cette faculté de voyager dans le temps en volant justement du temps aux humains. Ils leur touchent la nuque tout simplement et ça leur permet de voler une certaine quantité de temps et en fonction de la quantité de temps volé, ils peuvent voyager dans le temps. S'ils volent 5 jours de vie à un humain, ils vont voyager 5 jours en arrière. Bref, c'est hyper bien fait, j'ai adoré le concept du voyage dans le temps ici. J'ai vachement bien aimé l'histoire de Joanne, mais j'ai trouvé que vers le milieu du roman, il y avait un temps mort un petit peu où l'histoire prenait trop son temps, où c'était un petit peu longué. Néanmoins, j'ai adoré le dénouement aussi et j'ai hâte de lire le 2e tome, de découvrir la suite de cette histoire. On a vraiment aussi tout un système de pouvoirs particuliers qui sont liés à certaines familles en plus de ce pouvoir de voyager dans le temps qui est propre à tous les monstres et du coup j'ai trouvé que c'était super bien amené, très intéressant et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu non pas un, mais 2 tomes de Rêves de glace de Kelly Sinclair qui est publié ici chez Bookmark dans la collection Onirique. C'est un livre que j'ai vachement bien aimé et j'ai hâte de lire la suite de la saga d'ores et déjà. Franchement, c'est trop cool. Ici, on y suit Olenna qui est la Tatuma du royaume d'Ozolis. Donc la Tatuma, c'est clairement la princesse du royaume. C'est à elle que reviendra le royaume lorsque sa mère décédera. Et pourtant, Olenna ne connaît pas son visage, elle ne l'a jamais vu, personne ne l'a vu non plus, elle est voilée depuis sa naissance et les peu de fois où elle a essayé de montrer son visage, les témoins ont été tués. Donc clairement, elle n'essaye même plus de savoir à quoi ressemble son visage. Sauf que il s'avère que là, en ce moment où l'histoire commence, il y a une délégation de Glacium qui est présente sur Ozolis. Donc Glacium, c'est un monde froid et Ozolis, un monde chaud. Et bref, il y a tout un système de rotation des mondes et tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant comment c'est fait, même si j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre comment ça peut vraiment bien marcher. Bref, je disais donc qu'il y a une délégation de Glacium qui est présente sur Ozolis et du coup le prince de Glacium et Olenna se sont vachement rapprochés. Le problème c'est que Kedrick, donc le prince de Glacium, va demander à Olenna de dévoiler son visage à un moment donné parce que voilà, il a quand même envie de savoir à quoi elle ressemble et puis en même temps il voudrait bien l'embrasser mais à travers le voile c'est un peu compliqué. Bref, Olenna finit par montrer son visage et là, mais tout se casse la figure. Elle se retrouve emportée dans un truc auquel elle ne s'attendrait absolument pas et finalement l'histoire commence à partir de là, mais je ne peux pas tellement vous en dire plus parce que sinon je commence vraiment à vous spoiler l'histoire. Bref, un livre plein de retournements de situation hyper haletants auquel clairement on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'il va se passer par la suite et c'est très prenant, très captivant. J'ai adoré cette lecture et franchement j'ai hâte de lire la suite. Il y a 4 tomes je crois. Bref, je suis impatiente de lire la suite. Et pour finir ce bilan lecture, j'ai entamé au cours du mois de septembre Dark Rise de C.S. Pacat qui est publié ici chez Big Bang. Au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai déjà fini cette lecture, mais j'aimerais garder mon avis définitif pour la prochaine vidéo bilan lecture que je vous ferai ici sur la chaîne. Donc je vais simplement vous présenter ce roman. Ici, l'histoire se passe à Londres, un Londres un petit peu particulier où une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. Il s'avère qu'il y a déjà eu une guerre entre les ténèbres et la lumière qui a eu lieu
très longtemps dans le passé et dont tout le monde a oublié sauf les Stewarts. Et du coup finalement il n'y a que les Stewarts qui sont là pour pouvoir protéger l'humanité face à cette guerre qui s'annonce, cet envahissement des ténèbres qui va revenir. Ici on y suit Will qui essaye de s'échapper aux tueurs qui ont assassiné sa mère et en même temps il tombe sur Violette qui lui sauve la vie. Eux deux vont se rendre compte que finalement il y a plein de choses qui se trament, plein de choses qui se passent. Finalement lorsqu'ils vont rencontrer les Stewarts, ils vont apprendre énormément de choses par rapport à l'avènement du roi obscur qui va refaire surface et cette phase de ténèbres qui va reprendre vie et reprendre cette ampleur à travers le monde. Bref, finalement il s'avérerait que le destin du monde entier repose entre leurs mains alors qu'ils ne sont absolument pas conscients de ce dont ils sont capables. Et c'est une histoire qui est vraiment épique, pleine de rebondissements, une histoire dans laquelle on ne sait pas à qui faire confiance, où il se passe un milliard de choses. Bref, c'était extrêmement intéressant de le lire en lecture commune, donc une lecture commune qu'on a organisée sur mon Discord. Et d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur le Discord si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description, tout simplement parce qu'on fait plein d'autres lectures communes dessus. Et la prochaine, ce sera Fable. Enfin, ça c'est celle que moi j'organise, mais il y a aussi des lectures communes que vous organisez entre vous, surtout là dans le cadre du challenge Frisson d'octobre. Je sais que vous êtes nombreux à organiser des lectures communes sur le Discord et je trouve ça vraiment super chouette. J'adore vous voir lire certains livres que j'ai déjà lus et voir vos petites réactions, vos petits complots et tout ça, tout ce qui pourrait se passer par rapport à des livres que j'ai déjà lus et dont je connais le dénouement parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Bref, Dark Rise c'était super chouette à lire en lecture commune, je vous en parlerai un petit peu plus dans mon bilan lecture du mois d'octobre puisque finalement je l'ai fini en octobre, mais j'avais quand même envie de vous dire quelques mots dessus ici. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois de septembre, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!